Isabelle Baldi pour cette présentation. Alors, on est bien sûr et évidemment très en retard, comme toujours dans ce genre d'exercice. Néanmoins, remercier à nouveau la qualité de nos 3 intervenants sur ces méta-analyses. On peut se prendre 3 minutes éventuellement s'il y a une question. Allez, 2 maximum, et vraiment essayer de tenir des questions très très courtes et des réponses aussi courtes pour qu'on puisse écouter enfin en conclusion Sylvie Benjaber. Alors, Agnès Poplin, je suis au CESE, mais je suis aussi vice-présidente de la CNDSPE qu'on a beaucoup cité. Et je voulais juste, je suis désolée de nous rajouter une couche dans la morosité qui pourrait nous gagner. Nous avons, en dehors de, nous avons une alerte de secret toxique et de 22 parlementaires, nous avons une saisine, pardon. Nous avons aussi, parce qu'il y a un autre volet sur les pesticides, c'est les équipements de protection individuelle des agriculteurs. Et nous avons eu en avril dernier un signalement que nous avons qualifié d'alerte d'une association de victimes de pesticides et une saisine, donc là on est obligé aussi de se saisir, de la CFDT Agri pour signaler les rapports, les travaux qui avaient déjà été nous rappelés que l'ANSES avait déjà publié un rapport en 2016 sur, a priori, une inefficacité de certains équipements de protection individuelle, voire une aggravation de l'exposition de des utilisateurs qui portent leur cote de protection et donc une aggravation de l'exposition. Donc je voulais vous dire aussi que parallèlement à la génotoxicité, enfin tous ces dangers auxquels sont exposés les utilisateurs, ceux qui se protègent peuvent même avoir une exposition aggravée. Donc nous avons transmis ces alertes et saisines aux ministères concernés, l'agriculture et celui de la santé, le travail et de l'industrie et de l'environnement. Nous avons aussi mis un groupe de travail qui publiera des recommandations qui inspireront notre avis d'ici fin 2023. Tout cela à titre bénévole, je les remercie, mais n'oublions pas qu'il y a pesticides et que pour avoir une autorisation de délivrance sur les marchés, il faut avoir un EPI qui correspond et que tout ça, naturellement, ça ne fonctionne vraiment pas. Oui, par rapport à ça, effectivement, je pense que c'est un élément que l'analyse qu'a présenté Génération Future n'a pas pu développer, mais ça intervient évidemment fortement dans l'autorisation de mise sur le marché en diminuant les expositions. En tout cas, théoriquement, il faut être certain que cette diminution des expositions telle qu'elle est prévue ou prévisible dans les modèles soit réaliste par rapport au terrain. Et si effectivement on surdimensionne cette protection ou si on surévalue cette protection par les équipements de protection individuelle, à ce moment-là, évidemment, on peut arriver à des risques bien différents, un calcul des risques qui est bien différent. Donc, c'est des éléments qui sont clés. Je me permets de préciser, je vous remercie beaucoup de cette intervention parce qu'elle est vraiment très pertinente. Savoir que quand on évalue le risque pour les agriculteurs dans les dossiers, il n'est absolument jamais acceptable sans EPI. Jamais, ça n'arrive pas. Je n'ai jamais vu de cas où le risque était acceptable sans équipement de protection. Et donc, pour faire en sorte que le risque passe et que les produits soient autorisés, donc on applique des EPI. Et donc, quand on fait ça dans les modèles d'exposition, on diminue l'exposition d'un facteur de 95%. C'est-à-dire qu'on considère que les EPI, les masques, les gants, les vêtements de protection sont efficaces jusqu'à 95%. Et donc ça, on a bien plusieurs alertes et études qui nous montrent que c'est absolument pas vrai. Et donc ça en rajoute une couche sur le fait que les modèles d'exposition ne sont pas du tout réalistes avec la vraie vie. Voilà. Ouais, donc je m'appelle Martin, je suis un des fondateurs de la campagne Secret Toxique et j'ai une question, c'est qu'en fait, en 1907, on connaît que l'amiante tue, est dangereuse. L'interdiction arrive en 1997. Rachel Carson, Le Printemps silencieux, c'est 1962. Aujourd'hui, on est en 2022. En 2021, Bayer Monsanto, c'est 1 milliard de bénéfices. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont payés par des fonds publics. Il y a la sécurité sociale qui prend en charge toutes ces pathologies. C'est quand et comment qu'il y aura un stop, ça suffit suffisant? Bah, bien sûr, c'est une question tout à fait pertinente qui se pose pour tous les problèmes environnementaux et toutes les expositions professionnelles. Il y a des données scientifiques. Maintenant, la question, c'est comment les pouvoirs publics s'en saisissent et comment ils aident aussi à ce qu'il y ait des nouvelles données qui soient produites pour éviter ces répétitions on va dire, d'atermoiement sur des décisions qui peuvent être importantes.
Et ça dépend, ça n'appartient pas aux scientifiques, ça appartient effectivement à la décision publique, politique. Merci beaucoup pour les exposés. Madame Pourplein, il y a quelques instants, parlait de morosité sur les conclusions. Bien sûr, je souscris, mais je voudrais y ajouter l'enthousiasme et la très très forte impression faite sur moi par les deux méta-analyses qui ont été présentées. Le travail de INSERM, INRAE, IFREMER sont d'études exhaustives, indépendantes, avec une méthodologie très soigneusement calculée, pluridisciplinaire. Vous parliez des 3 ans d'efforts et je comprends que ça a été considérable, mais en 3 ans, analyser les milliers et milliers de références que vous avez pu analyser et en sortir les conclusions, la synthèse, le résumé tel que ça a été fait, je crois que c'est un tour de force. Je comprends aussi que c'est l'exécutif à travers un certain nombre de directions qui vous a missionné et qui vous a laissé toute indépendance, et quand l'exécutif fait les choses bien, ça vaut le coup de le remarquer aussi. C'est un petit commentaire d'ancien parlementaire. Une question. Quels sont les pays, à part la France, qui sont capables de faire de telles études ou qui les font, ce genre de choses, et avec en particulier un suivi dans la durée? Est-ce que la structure de la France avec les institutions nationales pour la recherche est un avantage par rapport à ça? Une deuxième question par rapport sur la question... ouais, Loïc, très très rapide. Quand on écoute, vous le saisie, ou quand on écoute les collègues du muséum, ils parlent spécifiquement, pesticides, c'est un des facteurs majeurs et ils incitent comme un facteur spécifique sur la réduction de biodiversité et autres. Mais quand vous regardez les baisses, c'est pas explicite. Il y a les 5 piliers, il y a le réchauffement climatique, il y a les espèces invasives, il y a la surexploitation, il y a l'usage des sols et la pollution. Pesticide est séparé en 2, voire 3 piliers là-dedans. Dans quelle mesure le fait que pesticide ne soit pas explicitement là a un impact ou pas sur le discours public et technique dans les politiques internationales là-dessus? Dernière question ultra rapide. Vous avez parlé des insectes, et on l'a fait l'étude à l'OPEX aussi, en particulier des arthropodes, on a vu. Est-ce qu'on peut dire un mot sur d'autres espèces fondamentales que sont les lombriques et les gastéropodes? Juste un mot. Alors, je prends la deuxième qui devait être sur... Non, j'ai zappé. Je vais les reprendre dans l'autre, ça va être plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui font ce type d'études? Alors, la réponse est oui. Pas nécessairement sous le même type de méthodologie, mais ce type d'expertise, alors méta-analyse, expertise scientifique collective, revue systématique de littérature, ça se fait dans plein de pays sur plein de sujets différents. Et puis, ça se fait au niveau intergouvernemental. On peut citer les plus connus que sont le GIEC ou l'IPBES, le GIEC de la biodiversité. Donc voilà, et effectivement, l'avantage, c'est la robustesse qu'on peut tirer de ces analyses, où là, on n'est pas sur juste 1 ou 2 papiers mis côte à côte, mais sur des milliers de papiers qui nous permettent d'avoir une certaine certitude dans l'analyse scientifique. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Je me rappelle bien de la troisième question sur les autres groupes. Alors sur les vertébrés terrestres, notamment les lombriques, on a de la donnée à un niveau moindre que ce qu'on a pour les autres invertébrés, notamment les pollinisateurs. Mais on montre effectivement qu'il y a quand même du déclin de cette biodiversité terrestre. Par contre, on est en manque de données sur l'impact que va avoir ce déclin sur les services écosystémiques associés au sol. Et là, voilà, il y a un besoin de connaissances renforcées. Rappelez-moi vite fait, en gastéropodes, même chose, même type de connaissances. Peut-être pour ce qui est de la santé, je peux apporter des éléments par rapport à l'existence de démarches internationales. Il y a eu une démarche au niveau de l'EFSA, dont on peut critiquer la méthode, qui était de remettre la littérature ensemble, avec une sélection qui était un petit peu, on va dire, un petit peu drastique sur les critères de choix des études retenues ou rejetées. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même dans le paysage, il y a le Centre international de recherche sur le cancer, qui depuis très longtemps fait ce type de synthèse, mais c'est sur le cancer, je veux dire uniquement, c'est déjà beaucoup, mais et substance par substance. Donc c'est ce qui a conduit au classement du glyphosate en cancérogène probable. C'est vraiment des démarches là qui sont internationales et qui associent des chercheurs aussi bien américains, européens, enfin vraiment du monde entier. Donc ça c'est aussi une démarche de consensus qui est très importante dans le paysage, mais qui hélas n'est développée que pour le cancer. Donc on n'a pas l'équivalent pour les autres maladies.
Et effectivement, les 5 piliers de l'IPBES, alors la question est hyper pertinente. Effectivement, eux, en termes de déclin de biodiversité, ils nous mettent en avant le changement climatique, la surexploitation des ressources, la pollution au sens large, les espèces invasives et la destruction des paysages. Donc pour eux, les pesticides, ça rentre dans la pollution au sens large. Si on fait un croisement avec ce que nous on dit, alors nous on s'est intéressé que aux produits phytopharmaceutiques, donc on montre qu'effectivement dans cette pollution, les produits phyto jouent un rôle et sont impliqués dans le déclin d'un certain nombre de groupes taxonomiques, je ne reviens pas dessus. Mais effectivement, alors conceptuellement c'est assez compliqué parce que d'un côté, l'exposition réelle de ces organismes-là, ce n'est pas que des pesticides, c'est un exposome qui est beaucoup plus complexe. Il faut avoir en tête, le marché chimique européen, c'est 100 000 substances. Les pesticides en Europe, c'est à peu près 400. Et du coup, on montre qu'il y a des effets, mais quid des autres substances et de l'impact de ces choses-là. Effectivement, noyer tout ça dans un concept qui est de dire c'est l'exposome et il y a 100 000 substances, ça pose la question de quel levier on active. Sachant que l'exposome, c'est un concept qui, en termes de recherche et en particulier dans l'environnement, est quelque chose d'assez neuf sur lesquels nos communautés ne sont pas du tout prêtes à répondre, comme le montre le résultat d'un certain nombre de PPR où le sujet exposome environnemental était mis en avant.